Bienvenue sur Goldfish, le podcast du content marketing. Ici, je vous donnerai avec mes invités des tips sur la meilleure stratégie de contenu à adopter quand vos clients sont aujourd'hui exposés à plus de 3500 messages par jour. Je mettrai en avant des sociétés françaises et internationales coup de cœur. Je vous partagerai des techniques qui permettent de capter l'attention de vos clients tout en créant une relation durable avec eux. Et pour finir, on décryptera ensemble les nouvelles tendances éditoriales et les formats de demain. Allez, c'est parti, Goldfish. Bienvenue sur Goldfish, c'est le podcast du content marketing et des meilleures stratégies de contenu. Aujourd'hui, je reçois Johan. Salut Johan. Salut Greg. Bon Johan, tu bosses chez Comet, tu vas me raconter ça. Figure-toi que tu es mon premier invité. Ça faisait très longtemps que je voulais faire un podcast sur le content et à nouveau les strates de contenu. Et j'ai pensé à toi parce que tu es un mec en or, je te connais depuis maintenant plus de 3 ans. Facilement plus de 3 ans. Ouais, on s'est rencontrés quand tu bossais chez Withings. Et je t'avais trouvé super sharp sur le marketing digital, hyper bienveillant par ailleurs. On avait fait 2-3 petits trucs ensemble. Et puis je crois qu'il y a 3 ans, tu as bougé chez Comet, qui est une super pépite de la French Tech, dont le métier est finalement d'être une plateforme de mise en relation entre des freaks qui sont spécialisés dans la tech, la data et le product, avec des grands groupes qui ont besoin de ces profils-là pour leurs projets de dev, on va dire. C'est ça. Et voilà, c'était super marrant de voir que tu faisais 3 ans chez Withings, puis 3 ans maintenant chez Comet. Ouais. Et je crois que tu es parti pour refaire un cycle de 3 ans ici. Tu vas me raconter ça. Mais voilà, comme je te disais, c'est un jour important pour moi. Et voilà, pour rappel, moi je suis le fondateur de You Love Words. Et ce qui m'anime finalement, c'est d'aider les marques à raconter de belles histoires, à produire des contenus que leurs clients vont aimer et partager. Et donc pour continuer de progresser à titre perso, je me suis dit que c'était sympa que j'aille me frotter un peu aux gens que j'estime afin de partager un peu cette connaissance avec ma team et avec nos auditeurs. Et évidemment aussi pour mettre en avant et mettre en valeur des boîtes dont j'admire un peu la façon dont elles bossent. Je crois que le contenu chez Comet, c'est un sujet dont tu as la charge depuis maintenant quelques années et qui a évolué au sein de la boîte. Donc je trouvais ça super parlant. Que tu reviennes un peu sur la façon dont vous avez procédé, dont ça a évolué, que tu nous partages des tricks, des outils et des bonnes pratiques qui vont intéresser tous nos auditeurs. Et voilà, pour rappel, en tout cas pour précision, nos échanges ils vont être simples, ça va être direct. Je veux que les invités se sentent hyper à l'aise avec ce qu'on va se dire là. Toi aussi, évidemment, quelques petits chiffres parlant, je sais que souvent on les garde un peu et donc évidemment ne me dis pas ce que tu peux pas me dire, mais je pense que tu avais plein de trucs en préparant le podcast à partager avec nous de ce point de vue-là. Mais bon, assez parlé de moi, donc comme je te disais, je suis super content que tu sois là. En l'occurrence, je suis chez toi là, je suis chez Comet. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas leur bureau, c'est hyper sympa, ça fonctionne un peu comme un énorme open space avec des petits bureaux et une espèce de table centrale où il y a les freaks qui viennent bosser chez vous. Je vous retrouvé l'ambiance très cool ici. Donc ouais, pour rappel très rapidement sur toi, mais tu vas te présenter après. T'es arrivé chez Comet il y a 3 ans, t'as commencé au growth, puis au marketing B2B, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et t'as pris récemment la direction du marketing et de la communauté de talents. Donc voilà, je te propose qu'on commence. Ouais, ça avec plaisir. Allez, cool. Ouais. Donc t'es pas sans savoir, mais peut-être que c'est le cas quand même, que notre temps d'attention est passé sous la barre des 8 secondes. Alors c'est un truc que je sors depuis 3 ans, ça devient un peu old, mais finalement la situation n'a pas changé. C'est-à-dire que du coup on a vachement de mal, énormément de mal à capter l'attention de nos consommateurs et à leur raconter des belles histoires. Et donc dans ce sens-là, je voulais que tu te présentes en moins de 8 secondes. C'est à toi. Ok, moins de 8 secondes. Alors, diplômé d'économie. Ensuite, j'ai atterri chez Withings en product. Et puis après, j'ai dérivé en marketing, enfin un peu tout ça. 13-4 secondes. Et finalement, je suis arrivé chez Comet en freelance. Et aujourd'hui, je suis en charge plutôt de la partie brand et marketing au sens notoriété de Comet. Quoi. Canon. T'as vu, c'est pas facile 8 secondes. Hein. C'est pas évident, ouais. Pardonner son prénom et sa fonction, son prénom, son nom, sa fonction, c'est pas facile. Mais bon, tu t'en es bien sorti. Je te propose que tu recommences un peu par le haut de la discussion, à savoir qu'est-ce que fait Comet. Je l'ai pitché rapidement, mais comme ça va me permettre de dérouler tous les sujets que j'aimerais aborder avec toi. Comment vous êtes organisé autour de votre strate de contenu, quelles sont les ressources qui bossent avec toi, quelles sont les bonnes pratiques que tu as mises en place. Donc voilà, Comet en quelques mots, c'est quoi sa proposition de valeur, j'ai envie de dire, et ce qui rend cette boîte unique à tes yeux. Du coup, comme tu disais, Comet, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance, essentiellement dans la tech, product au sens américain du terme, donc vraiment digital, application, etc. Okay. Qui a pour but de mettre en relation donc, des freelances avec essentiellement des grands comptes, même si on bosse avec beaucoup de startups aussi, mais le focus est sur les grands comptes. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Après, la vision de l'entreprise, elle va quand même beaucoup plus loin que ça. L'idée, c'est vraiment
de réinventer en quelque sorte notre relation au travail, l'expérience de travail. Où en fait Charles, Valentin et Joseph à l'époque, quand ils ont fondé Comet, qui était Skilly à l'époque, l'idée c'était Skilly, heureusement qu'on a changé de nom. Là, ce sera intéressant dans le cadre de votre strat contenu parce que c'est pas un nom anodin. Non, exactement. Vous exploitez bien du coup. Et donc eux bossaient dans des boîtes où ils étaient pas trop heureux et c'était un peu la merde dans leur univers. Et ils se sont dit est-ce qu'on pourrait pas créer une nouvelle expérience de travail, et ils ont vu que en fait le freelancing était en plein essor, en plein boom. Et ils se sont dit, bon, il y a un truc à faire là-dedans, allons-y, ils se sont lancés. Et donc la première étape, là, c'est de se dire, ok, quelle est la meilleure façon de connecter les freelances avec les grands comptes, parce qu'en général, c'est assez galère quand tu es indépendant. Et ça a été du coup de créer cette plateforme avec pour but après de rajouter des briques. Donc demain ce sera aujourd'hui on focus sur les projets, sur les missions, donc les revenus des freelances. Demain ce sera peut-être un focus sur l'éducation, donc comment tu continues à former des freelances. Après ce sera peut-être aussi sur un plus gros focus sur la communauté, comment tu crées des poches de communauté pour faire en sorte que les gens ne soient pas isolés. Donc voilà, c'est rajouter des briques petit à petit. Top. Qu'est-ce qui vous rend du coup d'après toi unique sur ce marché-là? J'ai bien compris que vous disruptez un peu la façon dont on fait ça historiquement. Ouais. Mais peut-être en 2-3 mots. Alors là aujourd'hui ce qui nous différencie des autres, c'est un peu ce côté on demand. Donc en gros c'est pas un annuaire de freelance où tu vas scroller pour aller trouver des freelances un peu comme tu ferais sur Airbnb. Je comprends. C'est un peu comme quand tu commandes un Uber. J'aime pas trop cette comparaison, mais c'est la plus parlante. C'est t'as besoin d'un freelance, tu dis quel est ton projet, on va te trouver le meilleur freelance pour ce projet-là. Et donc aujourd'hui c'est ça qui nous différencie, et ce qui nous différencie encore plus, je pense que c'est la vision vraiment de la boîte, de pas être juste une plateforme de mise en relation, mais de vouloir après demain rajouter plus de briques pour faire pour réinventer, même si on va pas changer tout le monde du travail. Si on peut changer une bonne partie, ce serait déjà canon. Le contenu, ça a toujours une place un peu à part dans les organisations des startups et des grands comptes. Je crois qu'il n'y a pas une boîte qui a une organisation similaire dans sa façon en tout cas de travailler le contenu. Tu peux nous présenter l'orga global de la boîte à nouveau en quelques mots, et puis essayer de comprendre où se situe le contenu dans tout ça. Alors il y a eu pas mal de changements. Moi, aujourd'hui, si je te dis ce qu'on fait en contenu, enfin comment la boîte est organisée et comment le contenu s'organise dans cette organisation. En gros, on a une équipe de commerciaux, donc les sales. Chez nous, on a la communauté qui en fait pendant longtemps était au marketing, mais en fait c'est émancipé aujourd'hui. Donc la team s'est vraiment séparée. On a classique, tech, data, product. On a la team finance et people. Donc chacun c'est des départements quoi. Et on a une partie qui est plutôt branding, donc brand. C'est là où j'opère aujourd'hui. Où il va y avoir du coup là le contenu va être beaucoup plus on en reparlera après je pense, mais va être beaucoup plus orienté sur le côté plutôt vision inspirant de l'entreprise. Et on va avoir une partie B2B marketing qui, elle, est plus avec les commerciaux, qui va être du coup vraiment un support des équipes commerciales. Donc un content marketing beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus proche du métier. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est un peu comme ça. On a un peu Enfin, le contenu est vraiment séparé en deux parties chez Comet aujourd'hui. Côté brand, notoriété, positionnement, qui nous sommes. Voilà, c'est ça. Et une autre entité, ou en tout cas une autre organisation tournée vers la génération de leads. Exactement. Ouais. Ok, donc pour tous les auditeurs là, qui nous écoutent, il y a beaucoup d'anglicismes dans notre jargon à nous. En effet. Donc on essaie de faire attention, mais quand on parle à une start-up dans la tech, on ne peut pas s'en empêcher quand même. Mais ok, c'est super clair. Et donc aujourd'hui, si tu devais un peu, je sais pas, identifier le nombre de personnes qui bossent spécifiquement sur les sujets content, tu dirais qu'il y en a combien? Alors du coup, en full time, en temps plein, du coup, si on évite les anglicismes, il y en a, on est, en tant qu'employé, on est 2. Donc parce que moi je me considère comme étant temps plein sur le contenu. Combien en tout dans la boîte? Il y a combien de salariés aujourd'hui chez Comet? Nous aujourd'hui on doit être, alors si je me trompe pas, d'employés signés, donc parce qu'il y en a pas mal qui vont arriver, on doit être autour de 65-70. Okay. Donc c'est une petite cellule, on va dire, aujourd'hui, le contenu chez Comet. Ouais, alors je te parlais, là, c'était vraiment employés, parce qu'à côté de ça, on a des freelances. Donc évidemment, ils ne sont pas à temps plein, mais il y en a on en a 3 qui sont vraiment... D'accord. Qui, pour certains d'entre eux, ont été salariés chez vous, je crois, à une époque. Il y a Benjamin qui a commencé avec nous quasiment au début de l'aventure. Il est arrivé...
un peu moins d'un an après la création de Comet. Okay. Donc il est resté du coup 2 ans chez nous quasiment. Okay. Donc lui il est devenu free, mais il connaît bien la boîte. Il donc la connaît par cœur. Il connaît très bien. C'est une super solution pour vous pour la production de certains de vos contenus. Exactement, ouais. Ok, top. Donc on est 5 en gros si tu prends. Ouais. La deuxième personne à côté de toi, tu me disais que c'était qui ? Joanne. Ok, donc, qui est spécifiquement sur quoi ? Elle est plutôt sur le B2B, contenu vraiment orienté, support des sales. Okay, c'est ça vraiment son job. Ok, je comprends, canon. Ok, top, c'est hyper clair. Donc moi, en gros, si on avance un peu, ce qui m'a plu et ce qui a fait que je me suis tourné vers toi aussi, au-delà du fait qu'on soit presque potes maintenant, c'est que j'ai été vraiment toujours séduit par la qualité de ce que vous avez produit. Je sais que tu parlais de Benjamin tout à l'heure. Ouais. C'était un peu le roi des newsletters, assez bien foutu, avec tous les émoticônes qui vont bien. Ouais, les gifs, tout ça. Voilà. Et je sais que du coup, vous avez testé pas mal de choses. Tu vas nous en parler, mais parfois on parle de position paper. Ce sont des contenus qui permettent de vous positionner comme expert sur un secteur donné. Nous, en l'occurrence, on vous a aidé à produire des livres blancs à une époque. Je sais que via ton outil a priori qui doit être HubSpot, mais tu me confirmeras ça tout à l'heure, vous lancez des workflows avec des contenus spécifiques. Donc ça m'amène à te poser pas mal de questions. Et j'aime bien recommencer par justement un des premiers sujets que j'aborde moi en tout cas face à un client quand on travaille de sa stratégie de contenu, c'est finalement quels sont les objectifs que vous avez vous chez Comet qui vous permettent de mettre en place et de poser votre stratégie éditoriale. Donc j'ai bien compris que tu as un enjeu de notoriété, de branding, ça c'est vraiment très fort chez vous. Et je pense que vous en sortez très très bien de ce point de vue-là. Et un objectif de lead gen. Mais je veux bien que tu me respécifies ça. Il y a quelques initiés là qui nous écoutent, à qui ça va forcément parler. Puis d'autres, je pense, qui vont apprendre pas mal de choses de ce point de vue-là. Déjà, nous, à chaque fois qu'on part toujours des objectifs business, quel est notre objectif business du moment. Donc, par exemple, à un moment, il fallait qu'on lance la communauté. Donc, on était plutôt orienté sur la partie freelance. Donc là, l'objectif, c'était, d'un point de vue contenu, c'était comment on peut créer du contenu qui va nous permettre d'attirer les freelances et de faire de l'acquisition. Donc là, par exemple, à cette époque, l'idée, c'était produire du contenu grâce aux freelances. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui allaient écrire le contenu sur des sujets qui étaient plutôt tech à l'époque. Donc, c'était par exemple un freelance qui va écrire sur une nouvelle techno qu'il a appris. Et donc ça nous permet de générer pas mal de contenu. Donc c'est la communauté qui puis d'embarquer les freelances à tes côtés. C'est ça, parce que du coup c'est de l'engagement aussi pour eux. Et ils ont un côté fierté d'avoir été choisis, etc. Donc ça nous a pas mal aidé. Ensuite, pareil, on a créé du contenu qui était plutôt c'était plutôt des outils à l'époque. Donc c'était donner un outil au freelance pour calculer son taux journalier, par exemple. Donc ça avait pas mal fonctionné. Après, on a eu un problème, c'est que la communauté a très vite grossi. Et comme on est une place de marché, on a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc on n'avait pas assez de missions. Donc là, l'objectif s'est un peu muté et est devenu on doit acquérir des missions, des nouveaux clients. Donc là, on a un peu on a changé de stratégie et on s'est dit comment on peut générer du contenu pour faire de l'acquisition. Donc pendant un moment, on était très orienté start-up. Donc on a eu plusieurs époques chez Comet. Aujourd'hui, on est plutôt grand groupe, mais on a eu l'époque start-up. Et à ce moment-là, c'était comment on va faire de la génération de leads. Donc là, on a fait des livres blancs avec vous. C'est comment bien bosser avec un freelance, parce qu'on savait que les boîtes, elles veulent bosser avec des freelances, mais elles savent pas trop comment bosser avec eux. Donc on a bossé avec vous sur ce livre blanc, sur donner les clés aux clients pour bosser avec eux, ou clients ou pas forcément clients, aux entreprises. On a écrit beaucoup de contenu sur vraiment des tips sur comment tu embarques un freelance sans que ce soit embarquer un employé, les gens savent le faire en général, toute la partie onboarding, etc. Mais par contre un freelance, ils savent pas trop. Donc c'était écrire des articles autour de ça. Donc ce que tu me dis finalement, c'est qu'un objectif est nécessairement rattaché à une cible. Ça paraît évident aussi, mais très souvent quand on commence à produire des contenus, on se dit que ça va intéresser tout le marché et finalement on se dilue un peu. Là où comme vous l'avez fait vous,
un contenu et une strat répond vraiment à une cible, forcément, tu es beaucoup plus efficace que quand tu essayes d'être très généraliste. Donc, toi, ça a glissé entre une communication très tournée vers les freelances au début, ce qui a très bien marché, ce qui vous a permis d'acquérir pas mal de Top Gun et de talents. Parce qu'au moment où vous vous êtes rendu compte que il fallait maintenant adresser les clients. Exactement. Et là, la stratégie a un peu changé. Et du coup, votre ton de voix, ce qu'on appelle un tone of voice à nouveau, il a été facile à trouver. Il répondait à un territoire d'expression donné. C'est aussi souvent quelque chose qu'on oublie quand on se lance dans le contenu. C'est de s'assurer que on va pas parler de tout et qu'à un moment on resserre un peu son territoire d'expression. Je crois que j'en discutais rapidement avec toi, mais vous avez pas mal bossé ce sujet-là. Donc je veux bien que tu nous en dises 2-3 mots. C'est vrai que déjà dès le début, chez Comet, dès le début, le contenu ça a été un vrai focus, donc on en parlait beaucoup et on a eu pas mal de difficultés au début vraiment à déterminer ça parce que du coup on parlait à la fois à des freelances qui sont presque du B2C, c'est des individus, et à côté de ça on parlait parfois à des grands comptes, parfois à des startups, etc. Donc pas du tout le même univers, quoi. Donc en fait on a souvent été un peu schizo entre deux cibles qui sont assez différentes, mais par contre qui sont rassemblées autour d'une thématique qui est assez large, qui est donc cette thématique du futur du travail, le future of work, le futur des organisations, etc. qui intéresse ces deux. Donc je crois que c'est ça, tu viens de dire future of work, c'était vraiment le territoire que toi tu avais identifié, que vous aviez identifié. Ça tu as échangé avec Charles et Valentin, les co-founders de l'époque, ou c'est venu comment? C'est venu de toi? Non, ça comment on imagine que ça va être ça notre territoire d'expression? On bosse dessus comme des acharnés et un jour c'est ça qui en sort, ou c'est plutôt j'ai envie de dire organique, naturel? Ça a été, je pense qu'il y a un peu des deux. Ça n'a pas été intellectualisé à 100%, mais ça n'a pas été complètement organique. Je comprends. Donc il y a eu un peu des deux. Donc on a pas mal réfléchi. On s'est dit sur quoi on pourrait, quels vont être les sujets sur lesquels on va s'exprimer. Et très rapidement, le futur du travail est arrivé parce que on était dedans, quoi, en plein dedans. Après, ça a été là où ça a été plus difficile. Ça a été ok, on a le futur du travail qui est un peu ce liant. C'est vraiment ce liant qui parle aux freelances, mais qui parle aussi aux entreprises. Mais quel va être les sous-parties qui vont parler aussi aux clients et tout ça, quoi. Et c'est là où on a eu beaucoup plus de travail et encore aujourd'hui, tu vois, on change parfois, on teste des nouveaux trucs, quoi. Bien sûr. Donc ça... Et ça, du coup, donc si je reprends un peu dans l'ordre, même si je sais que ça se fait pas aussi naturellement et facilement que ça, avec autant de facilité. Donc j'ai compris, tu avais un objectif qui était double. Petit à petit, cet objectif et cette volonté d'aller sur des formats, adresser vos deux différentes cibles, vous avez défini votre territoire d'expression. Et ça vous a amené à produire différents types de formats. Tu nous as un peu parlé des livres blancs, de la newsletter. J'aimerais bien que tu nous dises quels sont les formats qui ont le mieux marché en fonction de chacune de vos deux cibles. Et comment tu jugeais la performance, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce sacro-saint mot qui est le KPI. Mais voilà, forcément vous êtes fixé des objectifs et chiffrés. Et ça m'intéresse aussi. Du coup, alors la newsletter, elle a été essentiellement, quand on l'a lancée, le but c'était comment on peut aider nos clients, nos prospects à se tenir au courant justement de cet univers du futur du travail. Donc ça c'était le premier format que j'ai identifié chez vous, moi. J'ai reçu un jour la news, j'ai commencé à la lire, puis évidemment j'apprenais pas mal de choses extra tech, tu parlais vous parliez avec Benjamin de plein de sujets. C'était pas forcément tech, en effet. Et donc c'était ça ton objectif d'ailleurs, c'était de commencer à engager un échange et une discussion entre vous et vos potentiels clients. Exactement. Sur la base de sujets qui étaient un peu cross à vos sujets techniques. Donc ça a été ça a vraiment bien marché. Ça nous a généré pas mal de leads. On a engagé la conversation en fait avec les gens. C'était un format chiadé ou c'était un format assez simple? Non, c'était un format, en gros, c'était on prend alors c'était entre 5 et 10 articles, on a testé pas mal de choses et l'idée c'était de faire un petit résumé de cet article qui nous paraissait intéressant et de donner un peu parfois notre opinion sur cet article. Donc ça pouvait être, je sais pas moi, par exemple les nouvelles formes d'organisation sans management, etc. Et le langage, il était comment là? Il était familier ou était plutôt sérieux, ou il était une sorte d'entre-deux? C'était un entre-deux. C'était un entre-deux. Par exemple, Benjamin n'avait pas peur de mettre des gifs dedans, même si on parlait à des gens du CAC 40. Ça reste des êtres humains, donc on a pris ce parti pris de dire ça c'est super intéressant en B2B, très souvent on se dit qu'on doit garder une forme de tenue un peu dans l'expression.
Et en fait, tu as tout à fait raison. On adresse des gens qui sont humains, qui sont dans leur canapé peut-être. D'ailleurs, je crois que vous envoyez la news le dimanche en fin de journée. Ouais, on voulait tester. Devant le Canal Football Club ou je ne sais quoi, mais les gens sont tranquilles. C'est ça, on voulait pas être enseveli dans la boîte mail et on s'est dit dimanche, il n'y a pas trop de newsletters qui sont envoyés. Et vous l'avez testé, ça a marché ça a donné ça quoi a bien marché et on avait un taux d'ouverture qui était vraiment plus fort que le lundi matin ou n'importe quel autre jour de la semaine. On vous répondait à la news, les gens répondaient. On avait souvent des réponses. Par exemple, on a un bon exemple, c'était Francis, le CTO de Blablacar, qui est devenu un grand fan de la newsletter génial. Et qui nous avait répondu et qui nous avait permis d'engager les discussions avec Blablacar. Okay. Donc en gros, une newsletter que vous envoyez le dimanche, fin de journée, avec un petit ton sympa, qui en fait pas non plus trop. Exactement. Et qui ouvre un peu les chakras de tous vos lecteurs sur des sujets liés à la tech, au freelancing, au futur du travail. Ouais. Ok. Et ça, c'est un format à un certain moment que vous avez arrêté, je crois, ou en tout cas qui a peut-être évolué. Alors on l'a arrêté à un moment. Alors c'est pas parce que c'était vraiment par manque de temps. Il fallait qu'on alloue des ressources ailleurs et du coup, je pense qu'on va la relancer peut-être sous un autre format qu'on testera, même si celui-là fonctionnait bien. Mais c'était pas parce que ça fonctionnait pas, c'était vraiment il fallait qu'on fasse d'autres trucs plus importants. On itère, on teste, on voit si ça fonctionne. Donc là, je suis pas mal intervenu, mais j'aime bien faire le ping-pong, comme tu le sais. Mais en gros, je reviens un peu à ma question. Du coup, en effet, quel format pour la cible un peu client et c'était freelance et client d'ailleurs cette news ou focus client? Alors c'était focus client, mais on avait beaucoup de freelance qui la lisaient quand même. Ouais, parce que c'était vraiment des sujets très larges. Donc ça, c'était un de tes formats stars, la newsletter pendant longtemps. Moi, je sais que je la lisais tout le temps. Ça a duré pendant un an et demi. Et tu parlais tout à l'heure du livre blanc. Ça, c'était toujours c'était à destination des freelances, je crois. Tu m'as dit. Alors le livre blanc, on en a fait on en a fait plusieurs. Donc on en a fait deux. Pour les, du coup, on en a fait deux avec vous d'ailleurs, sur plutôt orienté client. Donc un sur comment bosser avec les freelances et un autre sur, en gros, plutôt à quoi va ressembler le futur du lieu de travail. En gros, le remote, le télétravail, enfin voilà, les organisations un peu flexibles, décentralisées. Donc ça, c'était à destination des entreprises, donc sur de format livre blanc, une 30aine de pages avec des interviews de freelance de la communauté, des interviews de clients, de Comet, des prospects parfois aussi, qui pouvaient s'exprimer dedans, même s'ils n'étaient pas clients. Et donc là, c'était vraiment des contenus qui nous ont permis de générer des leads. Donc on les diffusait sur nos propres réseaux, sur du French Web, etc. pour générer du lead. Et donc ça, c'était deux formats qui ont très bien marché. Comment tu t'en as mesuré là les KPIs, du coup, sur ces... là, c'était vraiment de la génération de leads. Donc c'était... et le coût par lead. En gros, c'était... combien on a reçu de prospects qualifiés. Donc, tu les sponsorisais comment tu diffusais ces formats-là? Ouais, alors c'est toujours une question qu'on se pose, ça. Jusqu'à quel point je dois juste mettre en place un petit format, une publication un peu organique ou avec mes équipes qui fait que les gens soient amenés à télécharger mon livre blanc. Ou est-ce que tu le poussais avec un peu de... On a fait les deux. On a poussé en sponsor, donc sur... on a fait du petit web qui avait très bien marché pour nous. Tu peux nous parler de chiffres ou pas là? Est-ce que tu es capable de rattacher un budget paid avec un nombre de leads générés? Ouais, si je me souviens bien, le sponsoring petit web, c'était plusieurs centaines d'euros, mais je me souviens plus exactement. 2K, je crois. Parce qu'à un moment, je crois qu'on vous a copié, on a fait la même chose. C'était autour de 2K en effet. Et sur le nombre de leads générés, je pense que nous, ça a dû nous faire autour de 900 ou 1000 c'était pas mal. C'est énorme. Alors là, je parle de leads. Dans ça, il n'y avait pas forcément que des leads qualifiés qui nous intéressaient. Ça, c'est un autre point très intéressant. Mais en gros, ça a été une bonne campagne qui nous a permis de générer pas mal surtout sur du SMBs, donc plutôt des PME, start-up, qui avaient bien marché. T'avais un double sujet là, je pense, de notoriété d'une certaine façon. On existe, voilà ce qu'on fait. C'est ça, Et évidemment de génération de leads parce que on a vraiment les deux là. C'est toujours pas évident d'ailleurs jongler entre les deux, notoriété et génération de leads. De là, d'ailleurs, ce que tu me dis là, c'est que tu as fait des newsletters, tu as fait des livres blancs que tu as sponsorisés. Le format de mémoire sur Petit Web, c'était un format de post sponsorisé. Donc là, c'était une newsletter sponsorisée. Exactement. C'était pas en AdWords ou plutôt en paid social, non. comment on peut découvrir ton livre blanc, mais c'était vraiment de
de t'adosser à un média qui a un dispositif publicitaire qui t'a proposé et dont t'as profité. Ouais. Et je crois que ça marche quand même pas mal pour les boîtes en B2B dans la tech. Hein. Ça marche très bien, ouais. Nous, on l'a testé aussi pas mal chez You Love Words et on a de super résultats grâce à ça. Ouais, non, franchement, c'est assez quali. Et pareil, French Web avait pas mal marché aussi parce qu'ils ont un peu le même format de newsletter sponsorisé. Enfin, dédié même, c'est sponsorisé et dédié. Ils vont faire un mailing que sur ton livre blanc. Et ça fonctionnait bien, ouais. Ok. Ouais, donc ça, c'est plusieurs formats dont j'avais connaissance et sur lesquels je trouve que vous avez bien bossé. Et on arrive maintenant quand même à la minute où on va dire que tu es un peu devenu une star de LinkedIn depuis peu de temps. Ouais, depuis quelques mois, je sais pas comment c'est venu d'ailleurs. Ça m'intéresserait. Alors vous allez comprendre de quoi il vient nous parler. Mais en gros, maintenant, quand tu postes un petit article sur LinkedIn, tu as X centaines de likes, de soutien, de commentaires. Parce que je crois que tu as été amené à... Et ça, c'est très intéressant. Le contenu, c'est aussi souvent du don. C'est-à-dire qu'on donne du savoir à sa communauté. Et elle nous le renvoie au centuple. Exactement. Par déjà des très bonnes vibes, mais aussi par du repartage, du partage de tes contenus, des encouragements. Et concrètement, je pense que ça génère des leads. Mais ça, je m'en rends pas compte. Donc ça m'intéresse que tu nous expliques, que tu explicites un peu ce dont là, je suis en train de parler. Parce que c'est assez marquant, je trouve. Bah alors déjà, là, il y a plusieurs choses qui se recoupent. Il y a déjà un intérêt personnel. Enfin, moi, personnellement, en tant qu'individu à part entière, j'aime beaucoup partager ce côté transparence. Ensuite, il y a un côté... une des valeurs de Comet, dès le début, ça a été la transparence. Donc, dès le début, on s'est dit, on va ouvrir nos grilles de salaire, par exemple. On va partager... nos outils, etc. Donc à un moment, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire au début, je sais plus ce que c'était exactement, mais j'avais fait, je crois, j'avais centralisé plein de ressources autour de... je sais plus si c'était du recrutement ou des salaires. Bon, je sais plus, mais bref, je faisais un truc pour moi perso et je me suis dit, tiens, je vais le partager sur LinkedIn. Sous quel format? C'est des Google Docs, des spreadsheets? Alors moi, c'était un Notion. Donc Notion, qui est un outil qui permet de documentation, en gros, qui permet de centraliser énormément de choses. Ça va faire plaisir à une partie de ma team qui fait le forcing pour qu'on passe sur Notion. Vous devrez. Et donc je me suis dit un jour, tiens, je vais partager ça à mon réseau LinkedIn. Et donc, il y a eu un énorme succès. Et je me suis dit, tiens, il y a potentiellement un truc à faire. Donc, encore une fois, c'est arrivé un peu par hasard. Quoi. Donc, tu as commencé à publier un simple article sur LinkedIn sur un contexte donné. Aujourd'hui, je vais vous aider sur tel sujet. Voilà les 3 outils dont je me sers aujourd'hui qui peuvent vous intéresser. C'était un truc dans ce genre-là. Là, c'était vraiment toutes les ressources que vous pouvez imaginer avec en plus des outils pour gérer. Je sais plus. Et il s'est passé. Et là, c'était quoi ton objectif à ce moment-là? Et là, mon objectif, c'était de voir si il allait y avoir de l'engagement, si les gens allaient liker, si les gens allaient commenter, etc. Et donc, dès le début, ça a vachement bien pris, quoi. Et je me suis dit, là, il y a peut-être un levier à tirer et à exploiter. Et donc à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un par semaine pour justement garder un rythme. Et sur LinkedIn, en fait, il y a un mix entre les algos du réseau social, de pas mal de choses qui fait que si tu postes régulièrement, en fait, tu vas te créer une sorte de petite communauté autour. Cool. Et qui va créer pas mal d'engagement et qui ensuite cet engagement va augmenter ce qu'ils appellent le reach. Donc c'est le nombre de gens à qui ils vont montrer le post. Donc là, t'as cassé l'algo de LinkedIn. On peut dire ça. Ça fait un peu... Non mais c'est bien, c'est-à-dire quand t'as commencé à partager ton contenu, pas mal de gens l'ont apprécié, l'ont liké. Et ça t'a créé une boucle un peu vertueuse. C'est ça, exactement. Et c'est systématiquement le cas. T'as vu que t'as certains formats qui marchent mieux que d'autres. Il y a une heure qui fonctionne mieux qu'une autre. Tu publies ça quand, toi, finalement, aujourd'hui? Alors moi, j'essaye de faire le lundi matin, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas de. Enfin, je l'ai fait à d'autres moments et pareil, ça pouvait marcher. Donc je pense que sur le niveau de l'heure. C'est toujours une question qu'on se pose. Ça, c'est à quel moment je dois publier mon contenu? Je pense que c'est pas une. Enfin, pour moi, c'est pas une vraie bonne question. Parce que j'ai testé. Enfin, je l'ai fait à plein d'heures différentes et t'as pas vraiment vu de différence? Et j'ai pas vu de différence. Non. Je pense que c'est vraiment ce qui intéresse les gens. Je m'en suis rendu compte vraiment, c'est le côté. Le côté transparence déjà, c'est le côté transparence, le côté est-ce que ce contenu va m'apporter va m'aider, est-ce qu'il va vraiment m'aider, est-ce que je vais m'en servir. Et il y a un petit côté aussi, je me suis rendu compte les gens aiment bien voir ce qui se passe. Un peu ce qui se passe derrière les rideaux, quoi. C'est comment ça fonctionne à l'intérieur d'une entreprise. Et donc c'est ce côté-là. Ce qui est assez marrant avec Comet, c'est que nos méthodes de travail en interne permettent d'évangéliser le marché
sur notre business aussi. Donc en fait, on a une sorte de boucle, encore une fois, Génial. vertueuse. Et quand tu fais ça, t'en reviens pour le coup à un KPI particulier ou tu te prends pas la tête? Non, là, tu dis le truc est en train de marcher, je sais que ça va me revenir. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas envie de te dire tiens, ça m'a permis de signer 3 nouveaux clients. C'est secondaire pour toi, mais tu sais que ça va se faire en fait. J'ai l'impression, t'es pas en train de te dire tiens, il va falloir que je le mesure en mettant un tag, un UTM pour vraiment suivre le lien que je viens de partager et savoir vraiment si le trafic va se transformer en du business ou en d'autres choses. Ouais, exactement. Là, je pense que un exemple que je prends, c'est un exemple de... Enfin, qui est-ce qui dit ça? Je crois que c'était Jonathan Lefebvre, qui était l'ancien Head of Care chez Trainline, l'ancien Captain Train, qui disait qu'il mesurait l'efficacité du service client de Captain Train, du coup, en nombre de messages positifs qu'ils recevaient des clients. Ils n'avaient pas de KPIs particulier, c'était le nombre de merci les gars, vous m'avez sauvé la vie, etc. Et du coup, c'était un peu leur jauge, quoi. Je sais que tu es passé un jour sur Growth Makers, qui est un super podcast sur le growth hacking. Ouais. Lui, il parle de North Star Metric. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était un peu la leur, ça, finalement, je crois. Ouais. Ok, hyper intéressant. Donc, c'est le KPI moi, en haut de la pyramide qu'on va suivre avant tout. C'est ça, ouais. Et du coup, pour moi, sur ces posts-là, c'est le nombre de gens qui vont parler avec Charles et qui vont dire ah ouais, putain, c'est trop bien ce que vous partagez sur LinkedIn, et il y en a énormément. Et moi, ou le nombre de gens qui m'envoient des messages en me disant ouais, c'est trop bien ce que tu m'as envoyé, ça va vachement m'aider. Canon. Et donc, ouais, c'est plutôt ça ma métrique, quoi. Ah, c'est top. Et j'ai mon futur directeur marketing, tu sais, mais il faut que tu lui parles de son projet là de Thought Leadership. C'est la même chose ou c'est encore autre chose? Parce qu'il m'a dit que tu avais lancé un projet comme ça avec Charles. Ouais. Et est-ce qu'on se parle de la même chose ou il y a un autre sujet à côté de ça? Non, les deux sont liés. En fait, je pense que les deux sont liés. C'est ce parti, la Thought Leadership, c'est comment on peut positionner Comet comme un expert. Et du coup, Comet, chez nous, il est représenté par Charles, qui est donc le président, le fondateur. Et donc il y a une vraie volonté de positionner Charles en tant que de thought leader sur cet univers futur du travail qui est vraiment large, mais qui commence à se cristalliser, quoi. Et du coup, et pas que Charles, en fait. L'idée, c'est Charles dès le début a dit j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes de la boîte qui se mettent sur le devant de la scène. Ok, cool. Donc par exemple, il y a moi, il y a Virgile qui est notre DRH entre guillemets. Ouais. Qui lui participe à énormément d'événements, donc pour moi les événements ça fait partie du contenu aussi. Ah ouais, ok, d'accord, très bien. C'est ce que j'allais ramener ça au contenu justement, mais donc c'est intéressant. Toi tu dis un événement pendant lequel on prend la parole. Ouais. Avec une présentation ou pas d'ailleurs, c'est un contenu en soi. Pour moi c'est un contenu. Ouais. Okay. Et donc sur le contenu, encore une fois, si on y revient vraiment sur le contenu au sens écrit, etc. Charles, on essaye de lui faire écrire des tribunes, par exemple. T'observes que ça marche particulièrement bien. On parle souvent des social CEO, c'est-à-dire les présidents de start-up ou de boîtes, très impliqués sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi tu observes que, alors a priori ça paraît être une évidence, hein, mais tu as observé qu'il y avait des posts comme ça qui fonctionnaient mieux que d'autres, notamment ceux qui étaient portés par ton CEO? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Les posts de Charles, je pense ont beaucoup plus de portée que d'autres. Ça lui prend beaucoup de temps? Ou il est aidé, vous l'accompagnez, parfois vous l'aidez un peu à rédiger, à préparer un peu ce qu'il va dire? On l'accompagne, donc il y a pas mal d'idées qui viennent de lui. Donc souvent, en fait, ce qu'on fait avec Charles, c'est on va aller l'interviewer parce qu'il n'a pas le temps, mais ça va plus vite du coup à l'oral. Nous, on prend des bullet points, etc. Et on peut créer du contenu derrière. Okay. C'est souvent comme ça qu'on fait, donc on essaye d'extraire le savoir de son cerveau et ensuite on le transforme en contenu. Top. Donc voilà, donc ça c'est un véritable objectif de positionner Charles, et donc Comet en tant que thought leader. C'est top. Donc il y a un format, je vais passer très rapidement dessus, mais qui est ce fameux position paper. Ouais. Vous allez parler d'un secteur et prendre position un peu sur ce secteur-là. Je crois que vous avez un sujet comme ça aujourd'hui qui a été lancé ou en tout cas qui arrive. Ouais, ça a été lancé. Ouais. Ça, on pourra en discuter peut-être une prochaine fois, mais je vois le temps qui avance et j'aimerais rester sur un format un peu court pour pas perdre votre attention. Et la vidéo, tu m'en as pas encore parlé. C'est quelque chose qui est au cœur de votre stratégie ou finalement pas tant que ça, et pourquoi? Alors la vidéo, elle est... Parce que tout le monde ne jure aujourd'hui presque que par la vidéo. Non, pour moi alors c'est pas du tout un focus pour nous aujourd'hui. On a fait quelques vidéos, notamment avec Startup Begins, pour raconter un peu l'histoire de Comet, etc. Un format qui fonctionne bien, mais qui est souvent assez
très chronophage, qui peut coûter peut-être un peu plus cher que d'autres contenus. Et donc encore une fois, c'est un manque de ressources en interne. Tu vois, je pense que si demain on avait une team dédiée à la vidéo, on serait hyper content de faire beaucoup de vidéos. Ouais. Mais tu as été obligé de faire des choix. Ouais, voilà, c'est faire des choix. Okay. Là, c'est vraiment comment tu peux allouer les ressources au mieux, quoi. Ouais, je comprends. Écoute, c'est super clair. Qu'est-ce que je pourrais te demander maintenant est-ce que tu es en mesure, même si c'est une grosse fourchette, de me dire combien tu dédies au content marketing et au contenu dans le cadre de ton budget marketing? Genre un pourcentage comme ça pas déconnant, hein, mais qu'est-ce qui te paraît être... Peut-être que tu l'as d'ailleurs non, mais à la virgule près, mais tu dirais que sur 100% de ce que tu dépenses en marketing aujourd'hui, tu alloues combien au contenu? Je dirais que c'est... Franchement, on n'est pas loin du 70-80% là. Okay. Donc toi aujourd'hui, tu considères que le contenu c'est vraiment un investissement majeur dans le cadre de ton mix marketing, j'ai envie de dire, de ta strat. Ouais, sachant qu'aujourd'hui, en tout cas à notre stade, tu vois, on fait pas d'énormes dépenses publicitaires, etc. Donc on est plutôt sur de l'organique et parfois du sponsoring. Donc on est sur des petits budgets en termes de marketing classique au sens publicitaire, quoi. Donc on essaye de concentrer le maximum sur la production de contenu. C'est super intéressant. Des freelances, des agences parfois. Et donc voilà. Ok, top. Petite question sur aujourd'hui les principaux challenges auxquels tu es confronté. On dit souvent que le contenu, ça prend 2 fois plus de temps que ce qu'on aurait imaginé au départ. Et c'est une réalité, je crois. D'ailleurs, ça t'a amené toi à faire des choix, à dire ok, ça nous prend vraiment trop de temps. Tu as utilisé, je crois, 2-3 fois le mot chronophage. Donc c'est une réalité. T'as encore des freins ou des difficultés auxquelles tu es confronté aujourd'hui? Je crois que tu as commencé à nous en partager certains. Mais non, mais je pense qu'on en aura toujours, même si dans 10 ans on est toujours là, il y aura toujours des freins. Mais aujourd'hui, je pense que les plus gros freins, c'est... tu t'en parlais tout à l'heure aussi, c'est la diffusion du contenu. Ça, c'est un premier... c'est toujours compliqué de savoir où est ta cible, quoi, où est-ce qu'elle est, où est-ce que tu vas diffuser, etc. Donc ça, c'est un premier. Ensuite, un deuxième, c'est ce côté un peu schizophrène dont je parlais tout à l'heure. Donc les freelances d'un côté, les entreprises de l'autre. Quel ton on va utiliser, est-ce qu'on peut avoir un ton global et le décliner ou pas? Donc ça, on n'a toujours pas décidé encore. T'as pas un genre, souvent nous on parle de charte éditoriale ou de guidelines éditoriales. On a un draft. Ok. Ça c'est toujours le truc, c'est que souvent ça traîne dans les tiroirs ou dans un Google Doc. Mais tu vois, nous aujourd'hui, quand on commence à onboarder des collaborateurs, on réfléchit vraiment à ça, c'est-à-dire à leur transmettre la façon dont on va communiquer notre marque par le contenu. Alors c'est normal, c'est ce qu'on fait, et en même temps on est encore en travail là-dessus. Ça doit être notre métier, mais c'est hyper intéressant et il faut le figer un peu dans le marbre et en même temps savoir quand il faut le renouveler, ce truc-là. Exactement. Parce que si ça se trouve ton territoire d'expression va évoluer. Mais c'est un sujet qui prend à tout le monde beaucoup de temps. Mais je pense qu'il est bénéfique une fois qu'on a bien qu'on a pris le soin de le formaliser. Donc top ça. Donc tu dirais que aujourd'hui c'était 2 principaux. C'est les 2 principaux et puis après le temps j'imagine que le temps évidemment, mais bon ça on peut pas y échapper, donc je dirais que c'est pas un frein. L'arbitrage sur quand même le temps que tu vas passer entre ça et d'autres choses. Ok, top. On va bientôt terminer, mais je crois que tu avais peut-être, mais tu m'as pas encore partagé leur nom, mais des exemples de marques, soit en B2B, soit en B2C, que tu admires, ou en tout cas dont tu apprécies la façon dont elles travaillent le sujet du contenu. Du contenu, Donc, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? Déjà, il y en a une française que j'aime beaucoup, qui a pris un peu le pari, comme Comet, d'être transparent, c'est Alan. J'aime beaucoup le contenu qui est du coup encore une fois très comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Cool. Qui peut aider aussi leurs clients du coup. Donc il y a Alan le français, il y en a un qui m'impressionne par le move qu'ils ont fait, c'est Stripe, parce qu'ils ont carrément lancé Stripe Press, donc qui est un peu leur partie publication. Donc ils vont publier des livres, donc avec l'objectif leur objectif c'est comment augmenter le GDP de l'internet. Donc ils veulent donner les clés aux entrepreneurs pour créer des business, donc ils vont publier des livres autour de comment
lancer son business, comment l'améliorer, etc. Donc je trouve ça assez Tu impressionnant. les as téléchargés du coup ces supports-là En fait, il faut les acheter. Ah, faut les acheter concrètement. C'est des vrais livres. Donc tu les as achetés. J'en ai acheté un, qui est très très bien d'ailleurs. Top. C'est qu'en anglais. Tu te souviens du nom ou pas? Non, je le mettrais peut-être en, j'ai envie de dire en barre d'infos. C'est la première fois que j'utilise ce mot-là, du coup. Je pourrais te l'envoyer. Je me souviens pas du nom, mais je te l'envoyerai. Ouais. Ok, top. Ouais, donc ça, c'est un livre qui t'a, en tout cas, c'est une approche que tu as trouvé hyper intéressante. Il y a des marques aujourd'hui qui arrivent à vendre des contenus à leurs auditeurs, alors que c'est pas leur métier initial. Exactement. Donc il y a suffisamment de valeur pour le faire. Je trouve ça assez dingue. Ouais. Donc il y a Drift que je trouve assez impressionnant aussi sur le contenu. Ils ont des webinars, des MOOC. Ils recommandent, ils ont des tops, ils recommandent beaucoup de livres de littérature à consommer. C'est dingue, franchement eux sont fous. Et il y en a un autre que j'y ai pensé tout à l'heure quand tu m'avais envoyé la préparation et qui est un peu original, mais je trouve que SpaceX, encore une fois, je trouve que pour moi ils ont une vraie stratégie de contenu parce qu'ils ont un peu transformer le lancement des fusées en spectacle. Quand tu vois, les gens attendent le lancement de la fusée. Dès qu'on parle de comètes et de galaxies, ça te parle, toi, ça me parle directement, ça. Et je trouve ça assez impressionnant parce que du coup, quand ils vont faire un lancement, ils vont avoir, un peu comme quand tu vas suivre un webinar, ils vont avoir un commentateur qui va commenter toute la fusée qui décolle. Quand elle va atterrir, tu vois la vidéo de toutes les équipes qui applaudissent. Et là, ça prend plus de 8 secondes, c'est bien. Là, je pense que tu es prêt à passer du temps à regarder le truc décoller. Génial. Donc, toi, tu t'aimes bien ça Ouais, ce format vidéo assez ouf, quoi. Bon, après c'est un business assez particulier, je pense que c'est difficilement réplicable. Oui, mais qui fonctionne bien à leur activité et qui n'est pas gratuit non plus, au sens ils ont dû se prendre la tête à faire les choses bien. Alors je crois qu'ils ont un peu de moyens. Ils ont quelques milliards. Mais bon, tout le monde ne le fait pas. Toutes les boîtes qui ont beaucoup de moyens ne le font pas. La NASA ne le faisait pas avant. Ne le font pas aussi bien. T'as peut-être une ressource, sans forcément parler de stratégie de contenu, une ressource que tu aimes bien lire, consommer sur les sujets de content marketing ou en tout cas de meilleure compréhension de ces enjeux-là. Alors il y a plusieurs. Enfin moi, un exemple qu'on prenait souvent avec Comet quand on voulait faire du contenu au tout début, c'était tous les articles d'un fonds d'investissement qui s'appelle First Round. Et donc ils ont un blog qui s'appelle First Round Review. Et avec eux leur but c'est comment on peut rendre nos articles hyper actionnables. Donc je lis l'article et je peux presque mettre en place ce que j'ai lu le lendemain, quoi. Et je trouvais ça assez exceptionnel comme création de contenu où en gros ils vont interviewer des entrepreneurs et ils vont transformer ça en article derrière. Ils sont toujours une super bonne. Ils ont toujours d'excellents titres. En tout cas, quand on s'intéresse à la tech et à comment financer une boîte dans la tech. Ils sont géniaux. Et à encore un dernier anglicisme pour le plaisir là, mais à scaler sa boîte. C'est quand même les meilleurs. Moi, je sais que j'adore lire ce qu'ils font aussi. Donc t'as raison. Et après, en effet, ils ont un petit chapeau qui explique ce qu'on va trouver dans l'article. Tu cliques dessus, là, t'arrives sur leur espace dédié à leur propre contenu. C'est des contenus qui font, je sais pas combien de centaines de mots. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant. Souvent, on me dit, on parle beaucoup de snack content aujourd'hui versus des formats un peu plus longs. Et je sais que comme toi, je pense, ces formats longs, j'adore prendre le temps de les lire. Je m'accorde une pause. Alors, c'est pas toujours évident de trouver le temps de le faire à quel moment je le fais. Mais voilà, le vendredi, quand je passe un peu plus en mode inspiration, je sais pas si tu le fais comme ça aussi, je prends le temps de lire leurs articles et j'apprends des tonnes de choses. Donc, moi, dans les transports, je me fais un first round. J'ai mes articles pour le plaisir, c'est ça. Mais j'essaye de prendre des notes parce qu'il y a vraiment des trucs très concrets, quoi. Exactement. Donc, il y a ça. Et puis, je pense qu'on est la bonne cible. Ah oui, nous on est vraiment cœur de cible pour eux. Eux, c'est leur business, c'est fonder des boîtes, aider des boîtes, investir dans des boîtes, donc aider des boîtes à scaler, quoi, comme tu dis. Donc on est pile dedans, quoi. Cool. Donc il y a ça, et il y avait un livre que j'ai trouvé, que je trouve exceptionnel aussi, qui est difficile à expliquer, ça s'appelle You Are a Message. Il est que en anglais, je crois. C'est par Guillaume Wolf. Où en gros c'est je pourrais vraiment pas le définir, mais en gros c'est si tu veux, t'as une phrase par page en gros, et c'est un côté il veut inspirer les entrepreneurs, les créatifs, etc. à avoir une approche un peu plus incarnée, non, humaine, incarnée, etc. Donc par exemple il dit le branding c'est comme une relation, c'est comme le dating, quoi, une relation de couple,
c'est pas quelques pick-up lines qui vont faire que le marketing va fonctionner, c'est vraiment créer une relation avec ton client, ton prospect, tout ça, quoi. Je comprends. Et donc en fait, il a plein de trucs comme ça qui balayent un peu tout le... C'est pas que pour les marketeurs, c'est aussi pour les sales, c'est aussi pour les entrepreneurs, pour tout ça. Top. C'est exceptionnel ce livre, et cool. il se lit en 3/4 d'heure. Ouais. Donc très bon livre. Donc c'est les deux que je conseillerais vraiment. Génial. Je le connaissais pas celui-là, tu vois, je vais. Oui, très bien. Tu peux l'acheter à toute ta Je vais aller le commander. Ouais. Exactement. Bon, je te remercie. Peut-être un mot de la fin avant de te dire au revoir. Bah non, mais c'était super cool de parler de tout ça. Ça m'a permis de me remémorer des souvenirs, même de réfléchir à certains trucs. Et enfin, j'espère vraiment que ça pourrait être utile pour les lecteurs. Et j'en doute pas. Tu peux même mettre mon mail. Il n'y a pas hésiter à me contacter. Cool. Ça avec grand plaisir. En tout cas, je pense qu'il y en a déjà certains qui sont inscrits sur LinkedIn à ton compte et qui attendent que tu leur livres avec transparence toutes tes bonnes pratiques et tes tips. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup, Johan. C'était vraiment top d'être ici. Avec grand plaisir. Et je vous souhaite à nouveau beaucoup de succès. Je sais qu'on est deux boîtes qui s'aiment bien. On a passé un event ensemble il y a quelques jours. Et en tout cas, c'était un privilège pour moi de t'avoir pour le premier podcast. Et à tout le monde, à bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.